L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir ce matin Madame Hassina Oussedik, directrice de Amnesty International en Algérie. Madame Hassina Oussedik, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté tout à l'heure le rapport mondial de 2017-2018 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde. Vous nous avez fait l'amitié de venir en parler d'abord sur Radio M. Ce matin, comment va la situation des droits de l'homme en 2017-2018 ? Alors, la situation des droits de l'homme dans les 159 États et territoires que couvre le rapport d'Amnesty International se caractérise par trois grandes tendances. La montée des discours de diabolisation de l'autre et de ces discours qui, malheureusement, passent également par des actions des États. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de nous citer les trois tendances tout de suite. D'accord. Et puis, on va les sérier une par une parce que dans chacune, il y a beaucoup à dire. D'accord. Alors, il y a comme je disais, ces discours et malheureusement le passage à l'action des États. La deuxième tendance internationale concerne les conséquences des politiques d'austérité sur les violations des droits humains, notamment économiques et sociaux, et qui font que des millions de personnes se retrouvent à vivre dans une grande précarité, sont poussées également donc à sortir dans les rues pour manifester pour leurs droits. Et la troisième tendance concerne toutes les atteintes qui sont faites aux mouvements sociaux, à la liberté d'expression des citoyens et des citoyennes du monde, la répression est la solution choisie par les États pour réprimer toute dissidence. J'ai choisi également ces trois grandes tendances parce que dans ces grandes tendances, on peut remarquer les manquements des États en matière de protection des droits humains. Et ce qui intéresse nos éditeurs également, je pense, c'est de voir quels sont également l'impact de ces tendances au niveau de l'Algérie. De l'Algérie, bien sûr. Alors, dans la première tendance, donc on a bien noté, diabolisation et discours de haine vis-à-vis de l'autre, ça, c'est une tendance qui s'est accentuée en 2017 et qui a, je crois, été marquée en lisant le rapport par des changements de paradigme, puisque maintenant on passe à l'acte. Absolument. La première tentative en janvier 2017, ça a été par le président Trump avec le décret anti-musulman. Et du coup, qui a donné la tonalité de l'année. Absolument. Et du coup, on a vu des discours racistes devenir de plus en plus virulents et se propager envers toute minorité, qu'elle soit de sexe, religieuse ou d'ethnie. Ce qui a été, et on a vu également... Vous dites que le discours haineux, le Muslim ban a libéré un peu, pas seulement l'islamophobie, mais un peu toutes les agressions contre les minorités, c'est ça ? Absolument. Et il faut bien noter qu'il semblerait bien que les États utilisent ces discours de haine parce que leur population ont des angoisses sur l'avenir, donc c'est instrumentalisé pour en fait garder le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on voit aussi très peu de réactions vers ces discours. Et on peut également noter que les entreprises, par exemple, qui gèrent les réseaux sociaux, ont aussi très peu de réactions pour juguler tous ces discours de haine. Et malheureusement, on a vu également qu'en Algérie, l'année 2007 a été marquée par ce genre de discours. On a pu le noter, le constater à propos des minorités ahmadites qui ont été poursuivies injustement. Il semblerait que là, un certain nombre de personnes soient libérées, mais elles ont quand même été stigmatisées durant cette année. Et la deuxième stigmatisation a concerné
les migrants, et notamment les migrants subsahariens. Non seulement on a eu des discours de haine sur les réseaux sociaux, avec appel au meurtre, mais et on verra aussi des discours de haine par des personnes publiques. Là aussi, il faut noter avec satisfaction qu'une partie de la société civile algérienne a vivement réagi par rapport à ces discours à caractère racial, en disant « je suis africain, je suis africaine » sur les réseaux sociaux. Par contre, il est à regretter que les autorités algériennes n'aient pas eu de poursuite pénale, parce que l'appel au meurtre devrait la réponse de l'État devrait être une poursuite pénale. Non seulement on n'a pas eu ces actions, mais surtout on a eu également des actions venant des autorités. On peut se rappeler l'interdiction de monter dans les bus. Dans les transports publics en général. Dans les transports publics, qui là aussi, grâce à la mobilisation de la société algérienne, cette interdiction a été levée. Et le deuxième fait le plus marquant, c'est les vagues d'expulsion collective qu'on a eues envers les Africains subsahariens. Ces vagues d'expulsion sont une violation de droits fondamentaux. Ces personnes ont été expulsées collectivement, alors que, selon les normes internationales, il aurait fallu que l'État algérien étudie au cas par cas, parce que les situations sont très variées. Il y a des réfugiés qui ont un statut délivré par le Haut Commissariat des droits de l'homme, il y a des demandeurs d'asile, il y a des migrants. Alors on comprend tout à fait que l'État algérien a le devoir, je dirais, de lutter contre tous les réseaux mafieux qui, c'est vrai, lors de ces passages de mouvements de population gérant un peu ces mouvements, mais la manière qui a été adoptée est contraire aux droits humains. Parce que ça a été une réponse collective qui a stigmatisé les Africains subsahariens. Et c'est pointé dans le rapport, dans la partie qui est dédiée à l'Algérie, dans votre rapport. Absolument. Et ça, il faut s'alarmer le plus vite possible. Parce qu'on voit bien que lorsqu'une société commence à discriminer une minorité, lorsqu'elle commence à lui enlever des droits fondamentaux, ça peut conduire à des phénomènes de violence massive qui, dont les conséquences humaines sont absolument désastreuses. Et je crois que tout le monde a les images de l'exode des Rohingyas au Myanmar. Ça a été le résultat de stigmatisation envers une minorité religieuse. Et là aussi, on peut remarquer qu'au niveau de la communauté internationale, aucune réaction efficace contre cette campagne de nettoyage ethnique. Ce crime contre l'humanité est resté impuni. C'est d'ailleurs ce qui vient en premier dans l'avant-propos du rapport d'Amnesty International pour 2017-2018. Absolument. On a eu un exode de plus de 650 000 Rohingyas qui sont partis au Bangladesh, donc dans un pays pauvre qui les accueille. Donc là, on voit bien que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité restent impunis. On peut voir comme des conflits de plus longue durée en Syrie. On peut voir qu'est-ce qui s'est passé au Yémen, la coalition menée par l'Arabie saoudite, où réellement la population civile a été prise en otage et des millions de personnes ont été au bord de la famine. Aucune réaction effective internationale. Et 2017 a été l'année, le triste anniversaire des 50 ans d'occupation militaire d'Israël sur la Palestine. Donc cette année-là, on a vu que les colonies continuaient à s'implanter. Et elles s'implantent pourquoi ? Parce que ce crime est resté impuni pendant des années. Et de plus, on a bien vu encore avec la déclaration du président américain. C'est une décision de transférer l'ambassade, oui. Oui, voilà. Donc là, et cette déclaration, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a encore abouti à plus de violence.
Hein. Donc il est important de voir que c'est important de réagir le plus rapidement possible. Pour finir avec cette première grande tendance que vous avez bien voulu noter, relever dans le rapport d'Amnesty International, vous diriez quoi qu'est-ce qui peut se passer pour contrecarrer ces discours de diabolisation et de haine dont on voit bien que ça finit par produire des mouvements de nettoyage ethnique, des mouvements extrêmement préoccupants de stigmatisation qui produisent des passages à l'acte. Qu'est-ce qu'Amnesty International peut recommander aux États et aux acteurs sociaux pour contenir cette évolution-là? La première chose à faire, toute incitation à un meurtre tombe sur le coup de la sanction pénale. Donc, c'est appliquer la loi pénale. Hein. Deuxièmement, il y a à mener des campagnes de sensibilisation aussi. Et si on prend l'exemple en Algérie, il est grand temps d'avoir un statut concernant les réfugiés. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un projet concernant l'asile qui soit en cours d'élaboration par le ministère des Affaires étrangères. Il est grand temps que l'Algérie ait enfin une loi nationale concernant le statut des réfugiés. Il est grand temps également que la situation des migrants également soit clarifiée. Ce qui se passe actuellement, on considère toute immigration irrégulière parce que clandestine, hein, alors qu'on devrait considérer ces personnes, selon les normes internationales, sans document. Hein, et on voit bien que ces personnes quittent leur pays parce qu'elles fuient des situations d'insécurité. Et elles viennent dans d'autres pays pour demander protection. Hein, et l'Algérie a le devoir et l'obligation d'accueillir les réfugiés dans son pays, dans notre pays, et donc d'avoir une loi adéquate et également une administration efficace pour que ces personnes puissent jouir de leurs droits fondamentaux comme les Algériens et les Algériennes. Alors, deuxième tendance, Madame Moussedir, ce matin, dans le rapport d'Amnesty International pour 2017-2018 sur la situation des droits humains dans le monde, les dégâts des politiques d'austérité. Absolument. L'austérité concerne les droits humains. Alors, on peut se demander comment, pourquoi, mais parce qu'on voit bien actuellement que les conséquences des mesures d'austérité touchent la vie quotidienne des personnes. Hein. Elles n'ont pas accès à l'eau, elles n'ont pas de denrées alimentaires, elles n'arrivent plus à se nourrir. Donc, ça entraîne un certain nombre de violations des droits humains qui font que des millions de personnes se retrouvent à vivre dans des situations intolérables. Et il est à craindre aussi que ces millions de personnes vont continuer à augmenter. Hein. Selon des études, hein, plus des 2/3 des pays du monde subiront les conséquences de l'austérité. Ce qui veut dire aussi que plus de 6 milliards de personnes vont être affectées par ces mesures d'austérité dans les 3 prochaines années. Et là, on voit bien que les États, quelles solutions ils amènent quelles réponses ils amènent à ce problème, ils ne s'attaquent pas aux causes réelles qui font qu'il y ait plus de pauvreté, plus d'inégalités. Ils ont une réponse répressive lorsque ces personnes manifestent dans la rue, lorsqu'il y a des mouvements sociaux qui sortent pour dénoncer tous les effets néfastes de ces mesures d'austérité. Alors, des mouvements sociaux en réaction aux politiques d'austérité des États, c'est exactement l'actualité dans laquelle nous vivons en Algérie en 2017, aujourd'hui encore plus d'ailleurs. Vous dites quoi donc sur la manière de répondre de l'État algérien face aux revendications sociales? Elle est répressive. Elle est répressive. Et je crois que tout le monde a en tête ces images, des vidéos où on a vu des policiers frapper des médecins résidents. Ça a choqué, ça nous a tous choqués. Donc, il est clair que là, il y a eu une utilisation injustifiée et abusive de la force, hein, envers une manifestation pacifique. Donc, et là, c'est important de rappeler que malheureusement, en Algérie, on a toujours
un décret qui interdit de manifester à Alger. Il est grand temps que l'Algérie abroge ce décret. Parce qu'il est en conflit avec quelle disposition la liberté de... Avec la Constitution qui nous donne le droit de manifester. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu une déclaration du ministre de l'Intérieur qui présente quand même des projets, l'adoption d'une nouvelle loi concernant les manifestations en Algérie. D'ailleurs, dans ce cadre, on peut également noter que l'Algérie doit absolument changer un certain nombre de lois, puisque en mai 2017, lors de l'examen périodique universel de l'Algérie, qui est une procédure des Nations Unies où chaque État, où des États présentent leur bilan sur les droits humains, l'Algérie a pris un certain nombre d'engagements pour faire évoluer les droits humains et renforcer l'état de droit. Et la liberté de manifester était un des engagements par rapport aux libertés fondamentales. Ce qui me fait peut-être passer à la troisième tendance, si vous permettez, comme transition. La troisième tendance internationale concerne toutes les attaques qu'on a des États pour vraiment réduire au silence toutes les personnes qui expriment des protestations. Alors, sur ce plateau, on a souvent tendance un petit peu à être plutôt sombre sur la conjoncture algérienne. J'ai lu des choses choquantes sur la Colombie. Plus de 100 militants de droits humanitaires assassinés en 2017. Oui. En Colombie, il y a une contre-violence organisée par les paramilitaires contre tous ceux qui luttent pour l'application de l'accord, pour protéger la nature, pour le commerce équitable, etc. C'est pour le respect des droits humains. C'est affolant qu'il y ait encore dans des pays comme cela, dans le monde, des pratiques de barbouze. Dieu merci, on n'est pas à ce niveau-là en Algérie. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Mais il y a des attaques en règle, ce n'est pas directement l'État dans ce cas-là, mais la responsabilité des États est engagée. Absolument. Il est clair que, si vous voulez, vous faites une comparaison avec l'Algérie est un pays stable dans la région. Donc, on voit bien ce qui se passe dans nos frontières. C'est pour ça aussi qu'on a des migrants subsahariens. C'est pour ça aussi que des réfugiés viennent dans notre pays. Donc, ça, c'est le résultat de notre stabilité dans la région. Mais il est vrai qu'on voit bien que les attaques contre les libertés fondamentales, en ce moment, se passent dans le monde entier, même en Europe. Au nom de politiques, par exemple, sécuritaires. La France a abrogé l'état d'urgence, mais un certain nombre de dispositions concernant la lutte contre le terrorisme ont été intégrées dans le droit commun. On voit bien en Turquie, on voit bien comment cette année, il y a eu une répression absolument féroce contre les journalistes, contre les défenseurs des droits humains, contre les membres d'associations. D'ailleurs, même la section d'Amnesty International a été touchée, puisque le président d'Amnesty International Turquie a été arrêté et est toujours en détention. La directrice a été arrêtée, mais elle a eu la chance d'être libérée le mois dernier. On voit bien aussi en Russie comment là aussi toutes les manifestations sont réprimées, les ONG arrêtées. On peut le voir en Afrique, lors des dernières élections dans un grand nombre de pays. Il y a eu également une répression. On peut également le voir dans la région, et on l'a vu... Au Maghreb. Oui, au Maghreb, avec le Maroc, et notamment les manifestations pacifiques dans le Rif. On a pu le constater aussi en Égypte, où là aussi il y a eu une répression assez dure envers des ONG qui ont été carrément fermées, où on a gelé leur avoir. Et également... Donc, ce qui nous fait arriver à l'Algérie. Donc, on voit bien que, comme vous avez dit, les manifestations pacifiques sont toujours réprimées. On voit bien que les associations algériennes ne bénéficient pas d'un statut qui leur permet de travailler en toute sérénité. Et ça, je pense que c'est très important de le mentionner. Il est important que la société civile puisse jouer son rôle
au sein de son pays. Alors juste 2017 par rapport aux années précédentes, est-ce que c'est une dégradation par rapport à ce critérium de la liberté des droits humains, etc. En Algérie, comment vous situerez 2017 ? En 2016, il y a eu Rdaya, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées un peu partout. Voilà, d'une année à l'autre, comment ça a pu évoluer ? Écoutez, je crois qu'on est dans cette même situation qui est complexe. Hein. Je crois qu'au niveau de la situation des droits humains en Algérie, c'est assez complexe parce qu'on ne comprend pas très bien toujours, quand on est militant des droits humains, quelle est la vision et quelle est la stratégie de l'État algérien vis-à-vis des droits humains. Si je reprends l'exemple des migrants, l'année dernière, on a eu des discours contradictoires sur les migrants en quelques mois. Hein. On les a traités de tous les noms et il fallait s'en débarrasser. Après, c'était devenu nos invités dont il fallait régulariser les cartes de séjour. Et de nouveau, on a eu des expulsions. Donc, c'est difficile à suivre et à comprendre. Et c'est difficile, je pense, d'avoir des lignes rouges. Dans un certain nombre de pays, les lignes rouges sont clairement établies. Et après... Les lignes rouges, c'est, on va dire, le seuil d'atteinte aux libertés qu'on ne dépasse pas. Voilà. L'État l'affiche clairement. Et après, à nous, en tant qu'organisation ou en tant qu'individu, de décider ou pas de respecter. Mais on sait. En Algérie, ce n'est pas toujours clair. Alors, dans le cadre du métier qui nous concerne, nous, oui, professionnels des médias, nous avons perdu un collègue en grève de la faim en détention, Mohamed Tamalt, en 2016, en décembre 2016, le 11. Donc, de ce point de vue-là, c'était une année noire. En 2017, on a des collègues qui sont détenus, notamment Saïd Chitoul, qui est toujours détenu aujourd'hui. Vous diriez quoi par rapport à cette question-là des détentions de communicants et d'hommes de médias ? Écoutez, c'est intolérable. Et c'est intolérable d'autant plus que 2018, ça va être le 20e anniversaire de la Déclaration des défenseurs des droits humains. Hein. Et le 70e de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Absolument. Mais la Déclaration des défenseurs des droits humains stipule très clairement que l'État doit protéger et même faciliter le travail des défenseurs des droits humains. Et en plus, même toute personne a le droit à donner son opinion et donc à participer à l'édification des questions nationales. On va être à ce 20e anniversaire, hein, et malheureusement, on voit qu'on est en pleine régression. Comme je vous le disais, et on peut donner des exemples sur toute la planète. Hein. Donc, il est vital, hein, qu'on puisse respecter le travail des journalistes, qu'on puisse respecter le travail des associations. Et c'est dans l'intérêt des États. Et si je prends l'État algérien, c'est dans l'intérêt de l'État algérien. Nous avons une crise pétrolière, nous avons une crise de mesures d'austérité. Les associations ont une expertise sur un certain nombre de préoccupations des citoyens. L'accès à la santé, les problèmes de violence contre les femmes, les enfants. Donc l'État a une ressource précieuse. Hein, et il faut qu'elle l'utilise au maximum. On peut jouer un rôle de médian également. Et là, je tiens vraiment à profiter de cette occasion pour dire que le ministre de l'Intérieur, en février, lors d'une déclaration auprès de la PN, a parlé de la nouvelle loi sur les associations qui devrait être prochainement adoptée, qui, semble-t-il, d'après cette déclaration, serait conforme aux normes internationales. Et donc, c'est vraiment un appel urgent qu'on peut lancer pour que cette loi soit adoptée dans les meilleurs délais. Et puisque peut-être on va arriver à la fin, moi je dirais que c'est important que les Algériens et les Algériennes puissent participer à le bien-être et aux politiques publiques en Algérie. C'est la meilleure garantie pour défendre et promouvoir les droits humains. Oui. Alors, dans votre rapport, tous les ans, il y a
une sorte de petit critérium qui permet d'évaluer un petit peu la tenue de l'État algérien vis-à-vis des droits de l'homme, c'est la poursuite de l'application du moratoire sur les peines capitales. Le rapport rappelle qu'il y a eu encore des condamnations à mort en Algérie en 2017, mais qu'il n'y a eu aucune exécution. C'est un équilibre précaire. Il y a eu des appels à ce qu'on rétablisse les exécutions. Ahmed Ouehi, encore une fois, il s'agissait de lui déjà pour les discours discriminants vis-à-vis des migrants, on ne l'avait pas dit, je le dis, avait dit que dans les cas des assassinats d'enfants, il fallait appliquer la peine capitale. Elle n'est pas appliquée depuis 1993. Est-ce que vous espérez transformer cela en abolition de la peine capitale, tout simplement? C'est la demande d'Amnesty International. Et là, je dois dire que l'Algérie démontre une certaine maturité sur cette question. Parce que généralement, dans des moments de crise, on rétablit la peine de mort. Les 10 années de guerre civile, il n'y a pas eu de rétablissement de la peine de mort. Ça, c'est vraiment un signe fort, peut-être, de la maturité de la société. Enfin, si vous permettez, je me permets un commentaire. Enfin, dans les années 90, on n'a pas exécuté formellement parce qu'on exécutait de manière sommaire. Il y a eu 12 000 disparus. Et donc, on peut comprendre que c'est plutôt les 12 000 disparus qui ont provoqué le moratoire. Mais tant mieux qu'ils soient là aujourd'hui. Absolument. Mais on aurait pu très bien rétablir la peine de mort. C'est ce qui s'est passé récemment dans un tas de pays au nom de la lutte anti-terrorisme. Et donc vous êtes satisfait que ça ne soit pas fait en Algérie? Bien sûr. Et l'Algérie est engagée au niveau international par rapport à cela? L'Algérie joue un rôle moteur dans la résolution sur le moratoire. Donc, et c'est là, je pense aussi, l'ambiguïté de l'État algérien qui le défend au niveau international, mais qui ne franchit pas juste le dernier pas pour le rendre irréversible. Donc, mais ça aussi, on voit bien que dans les autres États du Maghreb, au niveau juridique, on n'est pas aussi avancé que l'Algérie. Et par contre, il n'y a pas de mouvement de société pour demander plus fortement l'abolition de la peine de mort. Et il faudrait vraiment qu'il y ait des pressions de la société pour que l'Algérie soit le premier État de la région à abolir la peine de mort. Madame Moussedir, le président Erdogan sera ici le 26 février pour réinaugurer la mosquée de Ketchaoua. Il y a eu des fonds turcs qui ont contribué à sa réhabilitation. Je ne vous pose pas la question s'il y a Amnesty International qui fait un piquet pour protester contre ce que a fait le président turc Amnesty International en Turquie, mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans l'État algérien, dans votre activité? Oui, je me sens en sécurité et je crois que je n'ai pas subi de pression, Amnesty n'a pas subi de pression, mais il est vrai que, par exemple, sur la mise en disponibilité, sur la mise en conformité de l'agrément d'Amnesty, on n'a pas eu le dernier document. Donc, nous sommes tolérés. Les contacts avec les autorités sont assez difficiles, mais je crois que le problème, c'est que les autorités algériennes ont un passif avec Amnesty, qui concerne justement les 10 ans de guerre civile et nos positions vis-à-vis de cette période. Et peut-être elles ont encore... l'Algérie est très frileuse de son image, et le fait que nous sommes dans notre rôle de dénonciation des droits humains, donc elle n'apprécie pas tout le temps nos déclarations. Et là, puisque l'occasion m'est donnée, oui, notre rôle est de dénoncer les droits humains, mais notre rôle... Les atteintes, mais notre rôle est également de coopérer avec les autorités sur la promotion des droits humains, sur le développement des droits humains en Algérie. Et là, nous sommes tout à fait prêts, nous, à jouer notre rôle. Espérons que votre appel et votre message soient entendus. Merci beaucoup, Hassina. Merci à vous de nous avoir donné cette primeur de commentaires sur le nouveau rapport d'Amnesty International 2017-2018 sur la situation des droits humains dans le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.